Aux portes de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, la Jordanie est la charnière du Proche-Orient. Ses contours indiquent qu'elle a été dessinée pour s'interposer entre ses voisins. Le pays occupe donc une position clé dans une région très sensible de la planète où se rencontrent des religions et des civilisations millénaires. Au milieu du désert, la vie est apparue suffisamment tôt pour que certaines techniques de céramique élaborées y soient au point plus de 6000 ans avant la naissance du Christ. Les aspirations culturelles des premières populations et leur prospérité économique, comme celle des Nabatéens par exemple, ont élevé les premiers siècles de l'histoire de cette contrée à un niveau tel que les Romains eux-mêmes en prirent ombrage. En plein cœur d'une terre vouée à l'islam, la Jordanie est née en 1946 d'une partition complexe menée par la France et l'Angleterre sur les ruines de l'Empire ottoman. Le royaume sera conduit pendant un demi-siècle par le roi Hussein, auquel son fils Abdallah succédera. La vallée du Jourdain est toujours zone sensible, car le fleuve marque la frontière avec Israël au nord, avec la Cisjordanie occupée au sud. Cisjordanie, le théâtre des efforts pour la création de l'État palestinien. La mer Morte est également mer frontière avec Israël, dont le territoire jouxte la Jordanie jusqu'à la mer Rouge. L'accès à cette mer est vital pour le royaume, constitué à 80% de déserts parfois très rudes. La population est très jeune. La croissance démographique est spectaculaire. Depuis la naissance du pays, la population a été multipliée par 10. La religion musulmane sunnite est largement majoritaire dans une société où les chrétiens représentent moins de 5%. Les Jordaniens ont réussi à forcer le désert et à le contenir partout où c'était possible, malgré une terre pauvre et de faibles ressources en eau. La moindre goutte d'eau est utile sur un territoire environ 7 fois plus petit que la France, où les cultures sont limitées à un faible pourcentage de la superficie nationale. Sans un réseau d'irrigation très ramifié, la vie serait impossible. La maîtrise de l'eau impose de lourdes contraintes techniques. Elle pose aussi des questions politiques dans un contexte délicat où la construction d'un barrage relève d'un choix stratégique. Par la mer Rouge, la Jordanie peut exporter ses deux richesses géologiques. Le phosphate de calcium, un engrais qui place le pays parmi les principaux producteurs mondiaux, et, avec d'autres sels minéraux, la potasse. Le réseau routier jordanien passe pour être l'un des meilleurs du Proche-Orient. Pour son approvisionnement énergétique, la Jordanie dépend de l'extérieur, car les énergies renouvelables ne suffisent bien sûr pas encore à combler les carences d'un sous-sol sans pétrole. Cela n'empêche pas la Jordanie d'avancer. Sur les bases d'une culture immémoriale très ancienne, le pays s'invente de nouveaux horizons, bien au-delà des frontières et des langues. L'émergence des nouvelles technologies et l'art subtil du compromis entre les cultures permettent à la Jordanie contemporaine de voir grand. Entre les traditions et l'avenir, la voie semble tracée. À partir de 7 collines initiales, les Djabal, la ville d'Amman s'étend en cercle concentrique souligné de larges avenues. Un boulevard périphérique long de 60 km draine la circulation autour d'une cité dynamique qui ne cesse de croître. D'est en ouest, Amman mesure 15 km, un diamètre presque aussi grand que celui de Paris, alors qu'environ 2 millions de personnes seulement y résident. En raison de cette conception de l'espace urbain, la ville d'Amman ne ressemble à aucune autre capitale du Proche-Orient. Un Jordanien sur 3 habite cette métropole très éloignée du campement de nomades qu'elle fut à ses origines. Aujourd'hui, les points de ravitaillement appartiennent à des multinationales. Et tout en conservant leurs coutumes vestimentaires, les descendants des nomades ont résolument modifié leurs habitudes alimentaires. Dans la ville basse, le contact avec la population locale est facilité par la proximité des souks,
haut lieu de la vie commerçante. Ici, l'approvisionnement ménager est traditionnellement une affaire d'homme. Et comme partout, il faut du temps pour dépoussiérer les vieilles habitudes. Le secteur agricole ne génère qu'un faible pourcentage du produit national brut. Une petite partie seulement de la population active travaille la terre. Les traditions et la société jordanienne sont profondément marquées par l'islam depuis le 7e siècle. Plusieurs mosquées servent de repères dans le ciel et dans l'histoire de la ville, comme celle du roi Hussein, construite en 1924, ou encore celle dédiée à son grand-père, le roi Abdallah. Les gradins du théâtre romain descendent la pente d'une colline depuis le 2e siècle après Jésus-Christ. D'une certaine manière, les raffinements de la culture latine compensaient l'occupation romaine dans chaque ville d'importance. La disparition d'une partie de la scène a compromis l'acoustique d'un édifice où 6000 spectateurs pouvaient prendre place. Sur les hauteurs de la citadelle, les ruines du temple d'Hercule remontent à la même époque. L'Empire romain absorba Amman. La ville rayonne encore de son prestige. Les Byzantins élevèrent ici une église dont les murs massifs contrastent avec les colonnes graciles du temple. Leurs fûts élancés sont coiffés de chapiteaux corinthiens à feuilles d'acanthe. Tout au long de son histoire, Amman a dû se préoccuper de son alimentation en eau. Une énorme citerne a servi aux occupants successifs du site, notamment la dynastie musulmane des Omeyyades, qui construisit ici un palais. Toujours fouillée par les archéologues, la citadelle n'a pas encore livré tous ses secrets. Le travail de restauration poursuit le même but, réhabiliter le passé et le protéger d'une croissance urbaine constante, où les influences occidentales se multiplient et se reflètent à chaque coin de rue. Un décret royal oblige les constructeurs à utiliser partout la même pierre couleur sable et à respecter les délais d'achèvement. La ville moderne, un des importants centres d'affaires de la région, y trouve une tranquille harmonie, inhabituelle au Proche-Orient. La pente est raide dans la vallée du Jourdain. Le fleuve s'appelle d'ailleurs en arabe Al-Ourdoun, la descente. Et pour cause. Le Jourdain creuse en effet une sérieuse entaille dans la terre. Elle suit l'immense faille qui relie les lacs de l'Est africain, le Rift, à la Turquie. En direction de la mer Morte, la route passe rapidement sous le niveau des autres mers. Le Jourdain se jette dans la mer Morte, divisée sur toute sa longueur, 80 km, entre la Jordanie à l'est, la Cisjordanie et Israël à l'ouest. La surface de l'eau marque l'altitude la plus basse de la Terre, à plus de 400 mètres sous le niveau des mers. Cette mer fermée, un lac en réalité, occupe une cuvette où la température peut monter jusqu'à 50 degrés à l'ombre en été. Tout cet environnement fait que les eaux de la mer Morte n'ont pas les mêmes propriétés que l'eau d'une piscine. La forte évaporation, en raison de la chaleur, et la nature des sols font monter la salinité de l'eau, qui atteint un niveau 8 fois plus élevé que l'eau de mer normale. Résultat, ça flotte. Il y a le sel, il y a aussi la boue. Une boue riche en sels minéraux, dont il est conseillé de s'enduire la peau. Tout cela fait du bien, n'est-ce pas? C'est salé, très chaud. Ça fait maigrir, ça relaxe, et ça n'est pas très fatigant.
Pour rejoindre le sud du pays, la voie la plus rapide, la Desert Highway, l'autoroute du désert. Avec 4 voies de circulation, c'est l'épine dorsale de la Jordanie et le passage obligé des transporteurs qui assurent la liaison entre Amman et le port d'Aqaba, sur la mer Rouge. En évoquant cette route, on peut même parler de cordon ombilical, non seulement pour la Jordanie, mais aussi pour l'Irak, car elle constitue pour Bagdad une liaison importante vers l'extérieur. La Desert Highway est une solution pour atteindre le sud, mais il existe une voie parallèle nettement moins directe, la route des rois. La Bible mentionne déjà cette route à l'époque de Moïse, et les rois en question pourraient être ceux des tribus israélites. En tout cas, elle traverse des paysages bucoliques bien différents de ceux qui bordent la Desert Highway. Les céréales couvrent la plus grande partie des terres jordaniennes cultivées. Le blé et l'orge représentent chacun un tiers de la production céréalière. Vers le sud, la route des rois adopte un tracé plus sinueux pour négocier les obstacles posés par le relief. Le Wadi Moujib est une profonde vallée perpendiculaire à la mer Morte. Les eaux de ruissellement rejoignent 1000 mètres plus bas un cours d'eau intermittent appelé Arnon et cité dans la Bible comme frontière entre 2 royaumes. Fondue dans la roche, la forteresse de Kérak est un krak, un château fort construit par les croisés au XIIe siècle pour tenir les infidèles à distance après la libération de Jérusalem. En progressant encore vers le sud, les sommets rocheux alternent les tonalités sombres et claires. Ils prennent de la hauteur et semblent interdire toute trace de présence humaine. Mais le passé biblique réapparaît de manière inattendue avec la tombe d'Aaron, le frère de Moïse, comme une balise sur un océan minéral. La roche tourbillonne pour avaler les ombres et la maigre végétation. Et puis soudain, l'horizon s'élargit et la vue se dégage. Le passé reprend forme, les formes plutôt sommaires d'anciennes sépultures dont les contours ont été gommés par l'érosion. C'est l'entrée de Pétra, un site unique, l'un des plus fascinants de tout le Proche-Orient. En été, la chaleur est torride et un soleil de plomb écrase Pétra. Le climat est sévère et pourtant, en collectant l'eau de source, un réseau d'adduction d'eau a permis d'y vivre. Dans un interstice, le figuier et ses fruits, le caprier et le ricin ont pris pied. Le site a été découvert au début du XIXe siècle par un explorateur suisse converti à l'islam. Il s'enfonça dans le Sik, un étroit défilé amorcé dans une fissure de grès, puis élargi par une rivière aujourd'hui détournée. Depuis, les découvertes se sont succédées, comme un pavage romain désensablé en 1997. La même année, d'autres Suisses ont exhumé les vestiges sculptés d'un chamelier, suivi de 2 dromadaires. Il est parfois difficile de distinguer le travail de l'homme de celui de l'érosion. Le Sik déroule un bon kilomètre entre des parois qui peuvent atteindre 100 mètres de hauteur. Parfois, elles se rapprochent au point qu'on peut les toucher simultanément avec les 2 mains. Tout à coup, le prodige s'accomplit et la roche de grès brut se hisse au rang d'une œuvre d'art. Le tombeau El Razné, le trésor, est un des joyaux de cette nécropole imaginée et ciselée dans la falaise par les Nabatéens. Les Nabatéens, un peuple de nomades venus d'Arabie,
enrichie par le commerce de l'encens et dont l'histoire culmine au moment de la naissance du Christ. Ils accumuleront de telles richesses que l'empereur Trajan en personne s'en inquiétera. En s'éloignant du trésor, le défilé du sikh bifurque brutalement et s'élargit petit à petit. À la verticale, les murs de grès alignent de nombreux tombeaux superposés sur plusieurs étages. Une grande partie d'entre eux sont ornés d'un motif décoratif, en escalier, d'origine mésopotamienne. Les techniques de restauration les plus sophistiquées, utilisant notamment la silicone, côtoient les habitations troglodytiques les plus dépouillées. Les Nabatéens étaient des nomades habitués à vivre sous la tente. Lorsqu'ils se sont sédentarisés, leur niveau culturel s'est exprimé dans la pierre d'un théâtre taillé en gradins dans la roche. Sur une trentaine de rangées, 3000 spectateurs pouvaient prendre place. L'hémicycle remonte au 1er siècle de notre ère et a été construit au détriment de plusieurs tombes. La magie de Pétra tient beaucoup à ses constructions imprévisibles. Elle repose aussi sur les couleurs insensées de ses roches. Les minces couches de sable déposées par les cours d'eau sont teintées d'oxydes métalliques différents. À ciel ouvert, c'est une curiosité géologique qui trouve son apothéose dans la tombe dite de la soie, striée de couches de grès multicolores. La tombe de l'Urne, elle, dépasse les 20 mètres de hauteur. Elle fut transformée en église au 5e siècle. La destination initiale de ces monuments divise encore les spécialistes. Tombe palais, temple ou mausolée, bien des questions restent en suspens. À 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer Rouge toute proche, le Wadi Rum ouvre une tranchée parallèle à celle du rift africain. Pendant des millions d'années, l'érosion a évacué les sédiments pour dégager d'énormes blocs granitiques sous l'action d'un vent de sable abrasif. Quand le Wadi Rum se soustrait brutalement à la vue, on comprend que les Nabatéens l'aient quitté pour rejoindre Pétra la Rose. Mais lorsque la tempête retombe, il reste la majesté splendide d'une mer aux lames de fond pétrifiées. Le Wadi Rum est une cathédrale à ciel ouvert, prétendait Laurence d'Arabie. Il abrita la rébellion arabe contre les Turcs dans ses profonds défilés. Dans le village de Wadi Rum, la Grande-Bretagne a laissé des traces de son organisation militaire. En recrutant des Bédouins réputés pour leur ardeur au combat, la police du désert a été intégrée à l'armée jordanienne. Elle surveille aujourd'hui les frontières et garantit la sérénité des lieux. Aussi loin que le regard puisse porter, le Wadi Rum constitue un des derniers territoires jordaniens où les Bédouins vivent encore en nomades. La noblesse de leur allure n'a d'égal que la résistance légendaire de leur monture, dont ils obtiennent la totale soumission, du moins en théorie. Contrairement aux dromadaires, l'homme a toujours besoin d'eau. Ici, on peut récupérer l'eau dans les montagnes. On a des bassins naturels, car l'eau s'infiltre dans les montagnes. On récupère l'eau dans des récipients en cuir de chèvre. Plusieurs sources, comme celle du puits de Laurence, ont été captées sur les flancs escarpés du Djabal.
Le dromadaire est parfaitement adapté au désert. Ses pieds s'étalent sur le sable comme des raquettes sur la neige, et malgré son teigneux caractère, il peut obturer hermétiquement tous les orifices de sa tête. Contrairement aux idées reçues, son unique bosse n'est pas remplie d'eau. Elle contient de la graisse qui lui permet de ne pas boire pendant 2 semaines si nécessaire, sauf en cas de conditions extrêmes. En revanche, il ne peut pas se priver de nourriture. Au contraire du chameau, qui est un animal de trait, le dromadaire est excellent à la course. L'hospitalité des Bédouins est réputée. Ils sont capables d'héberger un visiteur inconnu et d'attendre 3 jours avant de lui demander en quoi ils peuvent lui être utiles. Un simple thé scelle des liens précieux. En effet, dans un désert hostile, les individus augmentent leurs chances de survie lorsqu'ils sont en groupe. Wadi Rum signifie « vallée de la lune ». Les explorateurs solitaires, même s'ils sont nés sous une bonne étoile, déchantent vite lorsqu'ils sont confrontés aux belles mais sévères exigences de cet endroit. Une expédition improvisée sur les sables incertains peut rapidement partir à la dérive. Oui, les pièges du désert sont bien réels. Mais la baraka, la chance en arabe, peut sourire. Et solidarité dans le Wadi Rum n'est pas un vain mot. Certains voyageurs ne connaissent pas, eux, les risques d'enlisement. Un grand nombre de gravures rupestres, pas toujours faciles à dater, ont été exécutées par les Bédouins. Elles figent à jamais leur quotidien. Les Bédouins possèdent la fibre artistique. L'un d'entre eux a reproduit quelques personnages du film Laurence d'Arabie, interprété par Peter O'Toole et tourné dans la région au début des années 1960. La société bédouine est très égalitaire. La femme n'est pas voilée et on ne la marie pas sans son consentement. Le rababa est un instrument simple, il ne possède qu'une seule corde. L'ennui, c'est quand la corde casse. Dans le Djabal Haraz, l'érosion a laissé libre cours à sa créativité. Le vent de sable a évidé de spectaculaires arches naturelles. Les falaises du Wadi Rum opposent un défi permanent aux as de la Varap, vissés au flanc de la pierre nue. Au cœur d'une nature grandiose mais austère, la vie a toujours laissé ses traces. Depuis l'aube de son histoire tourmentée, le Proche-Orient tout entier a gravé dans cette région ses plus fabuleux repères et lui a véritablement confié sa mémoire.